Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour le 4e épisode déjà du PL Club. Nous allons préfacer ensemble le week-end de Première Ligue avec ce début de saison absolument excitant, absolument spectaculaire, n'est-ce pas Jean-François? Oui, absolument, beau début de saison. On confirme? On s'amuse bien en tout cas. On s'amuse bien chaque week-end. Franchement, c'est un début de saison passionnant. On a également avec nous, bien sûr, comme tous les jeudis, Christian, le représentant de Vision du Jeu, qui a quitté le plateau parce qu'il est retourné dans sa data room sur une île secrète au plein milieu de l'océan. Salut Christian. Bonjour Serge, bonjour messieurs. Voilà, je suis très content d'être revenu chez moi et de travailler d'ici, mais voilà, c'est une autre manière d'aborder la vision du jeu et on va partager ça avec vous. Alors, début de saison passionnant. Est-ce qu'on peut dire que ce championnat anglais, la Première Ligue, est le championnat le plus impertinent? Avant, on disait que c'était presque un lieu commun, une idée reçue de dire que tout le monde pouvait battre tout le monde dans ce championnat. Mais c'est le cas en ce début de saison. Quand je vois qu'il n'y a plus qu'une équipe avec 200% des points, c'est Arsenal. West Ham, qui était 6e l'année passée, n'a pas encore pris le moindre point. On a vu Brentford battre 4-0 Manchester United. Leeds battre Chelsea 3-0. Tout peut arriver dans ce championnat. Ouais, les clubs anglais ont des gros moyens pour aller chercher des joueurs de qualité dans d'autres compétitions. Et donc, je trouve qu'il y a un nivellement qui est en train de se faire, en effet, parmi certaines équipes, même si on a le sentiment quand même qu'il y a peut-être un top 3 qui va se dégager assez rapidement. On a l'impression aussi que les collectifs, même ceux qui montent, sont plus forts qu'avant, et déjà mieux structurés, donc c'est plus compliqué de les affronter directement. Fulham en est une autre preuve, ils se sont battus Brentford ce week-end. Fulham, on en reparlera dans cette émission, mais on va commencer avec les 3 plus beaux buts du week-end dernier. Prowse delivers, and it goes! Shea Adams again! Fantastic ball in. He's ever so slightly behind Shea Adams, but look at that for technique. Absolutely fantastic from Shea Adams. Trippier taking it! Euphoria all around. You don't save those. Lerner's missed his header. Xhaka playing it back. Oh, it's a stunning goal from Saliba. A quite brilliant finish from a centre-half. Well, there's not much you can do about that. Sheer brilliance from Saliba. But de William Saliba, son premier en Première Ligue. Mais avant de parler du week-end prochain, on va peut-être revenir sur la rencontre de lundi soir, Jean-François. Manchester United face à Liverpool. Rencontre qui n'a évidemment pas été analysée dans l'Europe des 11. On rappelle le rendez-vous tous les lundis à 18h. 18h l'Europe des 11 et souvent un match anglais à 21h. Oui. Donc ça laisse quand même le temps de regarder à la fois l'Europe des 11 et de se régaler après avec un match anglais. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Après la présentation de l'émission, je suis rentré directement chez moi pour pouvoir assister à ce match qui était vraiment un chouette match à suivre. On redépose le contexte, Philippe, avec 2 équipes qui n'avaient pas encore gagné. Manchester United battu 2 fois, Liverpool qui avait fait 2 partages. On s'attendait quand même à une équipe de Liverpool profiter de ce passage à vide pour United, mais on dirait qu'en l'espace de 9 jours entre les 2 matchs, United est passé vraiment de l'enfer au paradis. Oui, et puis il y avait un autre facteur aussi, c'est le nombre de blessés déjà à Liverpool qui est assez inquiétant, plus la suspension de Darwin qui avait été un peu stupidement expulsé la semaine d'avant. Donc on partait quand même un petit peu en marchant sur des œufs du côté des Reds de Liverpool. Et à Manchester, on parlait déjà de l'éviction du coach. Ça ne s'est pas passé. Ça prouve que ce championnat est, comme vous le disiez en ouverture, vraiment surprenant. Élément important, Cristiano Ronaldo et Harry Maguire, le capitaine, sur le banc de touche. Ça, c'est un choix fort de la part de Ten Hag, mais ça a fonctionné. Oui, un choix fort et peut-être surprenant même, parce que c'était un peu quitte ou double. Soit ça réussissait et il est peut-être parti maintenant avec Manchester United, enfin pour, je dirais, des rencontres où il y a plus de performance en tout cas. Mais ça pouvait être à double tranchant aussi. J'ai simplement envie de rappeler à propos de ce match-là qu'il y a une chose essentielle qu'il faut retenir par rapport au foot, c'est que la première chose qui compte en football, c'est l'engagement, la volonté, le mental et l'aspect athlétique aujourd'hui prend une dimension énorme. Pour ceux qui ont vu ce match-là, voir Manchester United courir comme ils l'ont fait ce lundi face à Liverpool, ça a fait la différence. Alors Manchester United, on en reparle dans quelques instants parce qu'ils jouent à Southampton samedi et on va préfacer cette rencontre, mais on va évidemment évoquer le cas Liverpool.
Là, ça fait maintenant une défaite et 2 partages, 2 points, donc ils en ont déjà 5 de retard face à Manchester City. On rappelle qu'en fin de championnat, la saison dernière, il y avait une unité de différence entre les deux. Mais ce qui est inquiétant, vraiment, c'est l'entame de rencontre. C'est pas la première fois. On a vu Liverpool pendant 20-25 minutes être complètement absent. On sait que c'est un match différent. C'est la plus grande rivalité de l'histoire du football anglais. Donc c'est un match où l'émotionnel est très important, mais on a vu un Liverpool qui a complètement raté son début de match une fois de plus. Oui, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'ils sont déjà à moins 7 par rapport à Arsenal au classement. Ils ont en effet raté... Enfin, je ne sais pas exactement quand... En fait, je trouve qu'ils ne jouent pas si mal que ça, je dirais, entre les deux rectangles. Et puis le problème, c'est qu'à un moment donné, devant, ils ne sont plus aussi efficaces qu'ils ne l'ont été. D'où l'appel du pied de certains consultants déjà qui ont réinsisté sur le départ de Mané en disant est-ce qu'il n'y a pas quand même oui, mais remplacé par Luis Diaz qui a été bon. Darwin Núñez évidemment est arrivé. Mais vous savez, c'est quand les gens sont partis qu'on se rend compte à quel point ils pouvaient être parfois importants. Et donc voilà, je m'exprime ici au nom de ce que j'ai entendu sur des consultants anglais, etc., qui se sont eux-mêmes exprimés. Je pense que le problème est à la fois physique et mental. Physique parce qu'il y a beaucoup de blessés et que ça nuit quand même à un groupe. Il l'a dit lui-même, Klopp, j'ai 15 joueurs seniors disponibles pour jouer actuellement. On rappelle un peu les blessés. Bon, Darwin Núñez suspendu. Thiago Alcantara n'est pas là. En défense, Matip, même Konaté est indisponible. Il y a quand même Diogo Jota est absent aussi, des joueurs importants. Ça, c'est pour l'aspect physique. Et l'aspect mental, ça a été une saison très, très difficile à digérer pour Liverpool, les supporters en plus aussi. Mais pour les joueurs, après la défaite en Ligue des Champions en finale. Oui, et surtout 3 finales. Ils ont gagné les 2 finales, mais ils n'ont pas marqué un seul but pendant 3 finales. Donc c'est assez à mettre en parallèle avec ce fait qu'ils encaissent trop facilement en début de match. C'est 3 fois dans les 3 premiers matchs de cette saison et c'est je ne sais plus combien de fois en fin de saison dernière aussi. Mais ils gagnent le Community Shield aussi. Oui, donc ce n'est pas suffisant pour donner la confiance qu'ils ont toujours eue. Et ça rappelle cette période, il y a 2 saisons, où à la sortie de décembre, en janvier, ils se mettent à perdre des matchs et on ne comprend pas ce qui se passe. Ça y ressemble beaucoup, je trouve. Ouais, c'est la première défaite en 2022 en Première Ligue pour Liverpool. Et on va revenir avec Christian sur les débuts de rencontre de Liverpool, parce que là, on est sur une série de matchs où Liverpool, on peut dire, est absent ou ne fonctionne pas vraiment dans les premières minutes du match. La semaine passée, dans la présentation du match, on avait évoqué justement 2 choses. On avait montré les images avec le doute de Van Dijk et on l'a vu sur les images pendant le match où il se fait réprimander par Milner lors du premier but. Et surtout ici, cette faculté à encaisser très souvent en premier. Ils sont restés sur 4 matchs en fin de saison et 3 matchs maintenant. Ça fait les 7 derniers matchs, ils ont encaissé en premier. Là, maintenant, la différence, c'est que pour la première fois, ils ont une défaite à la fin du match. Et voilà, on l'a expliqué, hein, quand on encaisse en premier, il faut en marquer 2 pour gagner. Donc, ce n'est pas une situation favorable et une situation facile et ce n'est pas quelque chose qui vous donne de la confiance. Et au contraire, l'adversaire sait que vous pouvez encaisser en premier et donc, pour eux, c'est quelque chose qui est plus facile. Il faut absolument résoudre ça. Voilà pour cette équipe de Liverpool qui va devoir gagner son premier match. Là, c'est une obligation. Ce sera samedi et ce sera face à Bournemouth. Oui, je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est que je parle de l'aspect mental aussi pour raccrocher à ce que Philippe disait tout à l'heure. Quand je vois la prestation de Firmino, j'ai trouvé terriblement dans le doute, alors qu'il y a 2-3 ans, c'était un des meilleurs attaquants de Première Ligue. Donc c'est un symbole aussi d'une équipe qui, pour l'instant en tout cas, et je pense que dans le vestiaire, ça ne doit plus être aussi serein que ça l'a été par le passé. Donc là, il est temps de gagner face à Bournemouth. À Jürgen Klopp de retrouver l'équilibre à la fois sur le terrain, mais dans les vestiaires. On reste avec Christian parce qu'on a vu ce week-end une particularité, notamment au nombre de phases arrêtées marquées. Christian, on peut peut-être lancer les images avec notamment les quelques buts marqués sur corner. Et on voit ici, c'est Norgard. Allez-y, Christian. Oui, c'est quelque chose de spécial ici avec... Quand on a marqué en fait dans tous les domaines de la phase arrêtée. On a marqué 4 corners, 2 coups francs indirects, 2 coups francs directs, une rentrée de touche avec Che Adams, on va le voir justement avec Southampton plus tard, et 2 pénaltys. Ça arrive très rarement, on le voit sur l'infographie. Normalement, on marque environ entre 25 et 28-29% de buts sur phase arrêtée. Là, on était déjà à 34, donc un but sur 3 était sur phase arrêtée et on a marqué beaucoup.
Et en plus, dans tous les domaines, pour prendre une comparaison, la saison passée, ça n'est arrivé qu'une seule fois où on a marqué dans tous les domaines de la phase arrêtée. Donc ici, c'était quelque chose de particulier et on sait à quel point ces phases arrêtées sont importantes au décompte final. Donc voilà, les équipes étaient très productives dans ce domaine. Une explication, une interprétation ? Franchement, non. Il faudrait que ça se répète pour avoir... Peut-être qu'on travaille plus à l'entraînement. Oui, enfin, je pense qu'on sort de préparation, on a eu peut-être le temps de bosser certains aspects du jeu, comme peut-être en effet les phases arrêtées, mais je ne sais pas s'il y a... Enfin, en tout cas, quand on voit les images, il y a toujours quelque chose qu'on peut... La phase arrêtée, ça reste toujours le fait de bien frapper, déjà, d'avoir une bonne synchronisation et un bon timing entre les appels, et voilà, mais aussi l'adversaire, évidemment, qui détermine. Donc, je vois plusieurs fois des phases arrêtées où... j'ai en tête, c'était pas ce week-end-ci, mais enfin j'ai en tête Chelsea quand il marque sur phase arrêtée aussi. Enfin, on retrouve pour le coup des erreurs défensives aussi qui n'ont pas leur place non plus à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout et dans tout avec les phases arrêtées. On l'a vu, Harry Kane marquer son 185e but en Première Ligue avec Tottenham. Il a battu le record. En tout cas, de nombre de buts marqués avec un seul club. On sait qu'Alan Shearer reste le meilleur buteur, 260 buts. Mais c'était avec Blackburn et ensuite avec Newcastle. Donc à suivre, une équipe de Tottenham, 7 points sur 9, qui a battu ce week-end Wolverhampton. Peut-être pas toujours bon dans le contenu, mais en tout cas efficace. C'est le maître mot de Conte, je crois, l'efficacité. Allez, on reste avec cette troisième journée. Et Christian, on a vu qu'il y a un joueur qui sortait du lot. On ne l'attendait peut-être pas comme meilleur buteur sur les 3 premières journées. C'est l'Espagnol mené au Brésil, Rodrigo, avec cette équipe étonnante de Leeds. Au top de sa forme, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, il est en pleine confiance, il tente des gestes difficiles parce que ce tir croisé, c'était quand même fort fermé. Là, il est à la réception d'un centre au cordeau. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont des états de grâce pendant une certaine période. Il faut en profiter. Ça donne un peu d'air à Leeds qui en aura bien besoin, à mon avis, sur l'ensemble de la saison. Et c'est de bon augure pour la suite de sa saison. Voilà. Il a quasiment fait aussi bien que la saison dernière. Il avait marqué 6 buts et un assist sur toute la saison dernière. Là, il a 4 buts, un assist. On peut dire aussi qu'il est un petit peu libéré par le départ de Rafinha. Oui, sûrement. Mais ce qui est interpellant dans ce qu'il fait là, avant que Christian continue son infographie, mais il marque aussi de 4 façons totalement différentes, donc très complet aussi. Oui, voilà, je confirme avec l'infographie ce que Jean-François dit. Il y a un corner qui vient de la droite, il y a un centre qui vient de la gauche, il y a un ballon avec une récupération haute et une reconversion rapide suite à une erreur adverse. Et puis il y a un coup franc qui vient de la deuxième zone, un gaucher sortant. Voilà, il vient tout le temps se présenter et vous pouvez voir quand même que les 4 buts sont marqués quand même entre le point de penalty et la baseline. Donc ça veut dire que c'est très haut. Voilà, peut-être qu'on va assister aussi à des buts qui viennent de plus loin ou à des frappes lointaines. Voilà, c'est quelque chose à observer dans les prochaines semaines. Il est à l'image du bon début de saison de Leeds, toujours invaincu, 7 points sur 9 à suivre ce week-end dans un match face à Brighton. Le bilan, Christian, de cette troisième journée, en tout cas de ce championnat, après 3 journées. 30 matchs, 88 buts. En tête, Rodrigo avec 4 buts, comme on vient de voir. Au niveau des assists, ils sont à 3. Il y a Harrison, De Bruyne et aidez-moi, je crois qu'il y a encore... Gabriel Jesus, ça. C'est ça, Gabriel Jesus, qu'on va voir plus tard dans les explications pour Arsenal. Et voilà, on se détache largement en termes de victoires à domicile. Là, c'est le double par rapport aux victoires en déplacement. Donc, il faut voir si cette comparaison continue comme ça. Et puis, beaucoup de partages, très étonnant. Sur pratiquement un match sur 3 est un partage cette saison. Voilà, on a vu souvent des changements pendant les différentes saisons. On va voir maintenant. Donc, ça, c'est bien. Ça se passe comme ça pour les victoires à domicile maintenant. On va voir comment ça évolue. Oui, je ne sais pas si les partages, c'est si étonnant que ça, parce qu'on a commencé l'émission en disant qu'il y avait une espèce de nivellement comme ça et que c'est un championnat de plus en plus compliqué. Donc, forcément, les équipes se tiennent, mais on termine avec des partages. Donc, c'est pas si logique que ça. Finalement, ce qu'on avait l'impression de percevoir se vérifie aussi dans les chiffres. Effectivement. Ben voilà pour le débriefing de la troisième journée, des 3 premières journées. On plonge même vers la 4e journée qui commencera samedi à 13h30 avec la rencontre qui opposera Southampton à Manchester United.
Southampton, 11e avec 4 points. Manchester United qui a pris ses 3 premiers points de la saison. Une équipe de Southampton, j'étais un petit peu même surpris au début de championnat d'entendre les consultants anglais présenter Southampton comme un des grands candidats à la relégation. C'est vrai qu'ils restaient sur une fin de saison dernière absolument catastrophique parce qu'ils avaient gagné, je pense, un match sur les 12 dernières journées. Ouais, moi, je n'étais pas étonné quand même. Ouais. La faiblesse, elle avait été perçue la saison dernière. Ils ne se sont pas beaucoup renforcés. Je crois que défensivement, c'est quand même assez faible. Maintenant, ils ont fait des résultats comme le dernier week-end. Aller gagner à Leicester, c'est surtout dû à la faiblesse de Leicester. Ce n'est pas tellement la qualité de Southampton dans ce match-là qui a fait la différence. Ce sont deux équipes qui sont elles-mêmes en grosse difficulté actuellement. Maintenant, c'est un test beaucoup plus important qu'ils vont affronter face à Manchester. Les Saints battus 4-1. Première journée à Tottenham, là ça confirmait les craintes qu'on avait pour Southampton. Mais puis à Leeds, ils étaient menés 2-0, ils viennent à 2-2. À Leicester, ils sont menés, ils parviennent à gagner. Voilà, donc on ne peut pas dire que les joueurs ont déjà lâché Ralph Hasenhüttl, ce qui avait été un petit peu présenté déjà dans la presse. Non, d'ailleurs, ça lui enlève un petit peu de pression, parce que c'était quand même une fin de série de 8 matchs en victoire. Donc voilà, ils y sont arrivés à remporter cette victoire. Hasenhüttl a insisté sur le fait qu'il avait apprécié la réaction des joueurs une fois qu'ils avaient été menés à Newcastle, et c'était d'ailleurs la même chose dans le match précédent face à Leeds. Donc voilà, c'est Southampton, depuis quelques années, on ne sait jamais très bien où va cette équipe. Sur les dernières saisons, c'est plutôt bon sur les 6 premiers mois, et puis c'est très compliqué sur les 6 derniers, mais l'avantage pris sur les autres, notamment sur les équipes qui se battent pour le maintien, est tellement grand dans la première partie que ça les sauve. Oui, et puis il y a des moments historiques avec Southampton. Il faut se rappeler la défaite 9-0 en février 2021 contre Manchester United. Ralph Hasenhüttl en a pris 2, je pense. Oui, donc c'est contre Leicester. C'est incroyable ce qu'ils ont battu ce week-end. Ouais. Donc voilà, donc j'ai envie de dire que c'est une équipe moi qui m'intéresse de voir jouer, parce qu'il y a aussi Romeo Lavia qui joue, qui a une place de titulaire dans cette équipe, et voir un jeune... Un des rares transferts de l'été. Un des rares transferts de l'été, et un des rares 2004 qui joue titulaire en Première Ligue. Donc, il a tout joué jusqu'à présent. Rien que ça, c'est déjà... étonnant, on peut un peu plus le situer, c'est plutôt un milieu défensif. C'est plutôt un milieu défensif, c'est un garçon avec une bonne technique de base. Son décollage, il l'a fait du côté du Sporting Anderlecht. Donc, avant d'aller à Manchester City. Il faut rappeler quand même que ça fait 2 ans déjà, donc il a que 18 ans. Ça fait 2 ans déjà qu'on le voit sur le banc de City, et a fréquenté comme ça énormément de vedettes et de qualité à l'entraînement. Mais bien évidemment, ça lui a servi aussi dans son expérience personnelle. Il y a un choix fort quand même de sa part de quitter City, le confort de City, j'ai envie de dire, pour aller se mettre en inconfort du côté de Southampton, et il est en train de réussir un pari. Maintenant, je voudrais quand même il faut lui laisser un petit peu de temps qu'on lui laisse le temps mûrir. Exactement, de mûrir. Mais non, c'est un joueur à caractéristiques plutôt défensives, récupérateur, mais qui a aussi une bonne relance, et qui a une technique qui lui permet de parfois prendre un certain risque. Et qui évolue aux côtés de James Ward-Prowse. Et là, je pense que c'est un bon apprentissage pour lui, parce que franchement, c'est un de mes joueurs préférés en Première Ligue. Ouais, mais ça va être compliqué quand même, à 18 ans, ce poste-là. Enfin, c'est des joueurs très expérimentés en général. Il est mûr, athlétiquement, il est très mûr. Donc, faut voir dans l'expérience du jeu, forcément, il est un peu moins. Enfin, quand même, ça reste le très haut niveau. Quand même. Et pour continuer à parler de cette équipe de Southampton, Christian, il y a une particularité, un domaine dans lequel, en tout cas, les Saints sont performants depuis le début de la saison. Un domaine offensif. J'ai ressorti une infographie de la saison passée pour montrer en fait leur modèle offensif. Et on voit qu'ils n'étaient absolument pas performants dans le jeu dominant, qu'ils soient placés ou rapides. Ils sont vraiment une des équipes les plus mauvaises du championnat. Par contre, ils ont réussi à faire des saisons tranquilles, surtout les 2 ou les 3 dernières saisons, grâce au jeu direct, la reconversion rapide et surtout la phase arrêtée. Et là, ça va être un point très important pour eux, parce qu'actuellement, ils n'ont marqué qu'une seule fois sur phase arrêtée. Mais si on se rappelle bien l'image ici, on va le voir avec Tchadam, c'est quelque chose qui a été travaillé sur une rentrée de touche. Et c'est très rare de marquer sur rentrée de touche, mais ça permet d'avoir un but très important. Il y a un déplacement, il y a un appel contre appel, puis un ballon remisé. Et donc, c'est très important de performer dans ce domaine-là, parce que sinon, ils vont avoir des difficultés. Donc, pour simplifier, on peut dire que Southampton est une équipe de contre et performante sur phase arrêtée.
Tout à fait. Avec Ward-Prowse, en tout cas, il y a de quoi délivrer des assists, il y a de quoi marquer des coups francs directs, et avec des combinaisons comme on l'a vu sur cette magnifique touche, il y a moyen en fait de débloquer des compteurs et de gagner des points cette saison. Donc si on ramène Southampton à ce contexte du match face à Manchester United, est-ce que ce ne sera pas plus compliqué pour les Red Devils d'aller à Southampton finalement que d'affronter Liverpool à domicile? Oui. En même temps, je pense que si les Reds arrivent à mettre la même intensité, le même dynamisme à la récupération du ballon, et voilà, ils ont quand même les qualités offensivement pour aller gêner cette équipe de Southampton. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le match très bon face à Liverpool lundi, il faudra le confirmer dans un contexte un peu moins favorable, il y aura moins d'émotions. On a vu quand même qu'ils ont craqué à Brentford, ils avaient pris 4 buts en un peu plus d'une demi-heure. Et là, Southampton, c'est un petit peu le même schéma que le match à Brentford. La différence, c'est qu'ils vont y aller en confiance, et qu'à Brentford, ils n'étaient déjà pas en confiance. Comme vous l'avez dit, Ten Hag semble avoir fait des choix forts quand même, en mettant deux joueurs a priori indiscutables sur le banc. Il y a Sancho qui a fait un excellent match, Rashford aussi. Voilà, ils ont des attaquants en confiance. Ils ont trouvé du physique, de l'envie. Je crois que ça va être dur pour Southampton, surtout parce que défensivement, ils ont des gros problèmes. Alors leur force va être dans leur force actuelle, à savoir la phase arrêtée et le contre. Ça, ils risquent d'en avoir contre Manchester United. C'est plus facile de gérer un contre quand vous avez une association entre Varane et Martinez dans la ligne défensive que quand vous avez Maguire qui doit gérer les comptes, et ce qui a souvent été le problème la saison dernière. Donc moi, j'ai confiance, en tout cas pour Manchester United. Ils ont tout à fait les capacités d'aller, évidemment. Mais on a commencé l'émission comme ça et on terminera sans doute l'année comme ça, en disant que aujourd'hui, il n'y a rien qui est facile en Angleterre. D'aller à Southampton, c'est pas simple. Non. Et vous le disiez, le football, ça reste quand même un sport où il faut faire les efforts. Ouais. Manchester United a fait, dans l'ensemble, sur la moyenne, sur le total des 11 joueurs, 18 km de plus que lors du match à Brentford. Ça fait une grande différence. 50 sprints de plus dans le match que Liverpool. Donc ils ont fait les efforts qu'ils n'avaient peut-être pas fait dans les matchs avant, et même en fin de saison dernière avec Rangnick. Ça commence par là. C'est les basiques, et je trouve ça tellement bien de pouvoir aujourd'hui s'appuyer sur cet exemple pour en parler voilà, même à des jeunes footballeurs aujourd'hui qui ont parfois du mal à comprendre que le football, bien sûr, c'est de la technique, bien sûr, mais c'est d'abord se dépenser physiquement, et c'est d'abord faire des courses à haute intensité, et le football est de plus en plus exigeant à ce niveau-là, en tout cas. Quid de Casemiro aussi, il a été présenté, est-ce qu'il va déjà venir toucher au groupe là maintenant? Il ne pouvait pas jouer lundi soir, il était là, Casemiro, mais bon, quand on achète un milieu de terrain à 80 millions d'euros, c'est pour le faire jouer. Oui, mais est-ce qu'il va faire le choix de le mettre tout de suite, au risque peut-être d'avoir un retour de bâton au sein du vestiaire aussi, parce que les joueurs qui ont joué ont très bien joué aussi. McTominay a bien joué. Oui, McTominay avec Eriksen, mais on sait que Casemiro, en équipe nationale, il joue avec Fred. Donc, est-ce qu'il va remettre cette association-là? Il y a quand même Varane aussi, qui connaît aussi du Real. Donc, je pense que Casemiro sera titulaire à la place de McTominay. Je prends le risque. Ok. Bon, en tout cas, on a parlé, Christian, de ce choix fort de mettre une icône comme Cristiano Ronaldo sur le banc pour commencer la rencontre. D'ailleurs, je pense qu'il n'était jamais rentré aussi tard dans sa carrière après la 80e minute. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais on a l'impression, Christian, que ça a libéré un joueur qui avait le brassard de capitaine. C'est Bruno Fernandes, qui a vraiment été excellent pour Manchester United pendant 1 an et demi, mais qui l'était beaucoup moins en termes de statistiques depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, son compatriote, on va dire son mentor, son leader, parce qu'ils jouent évidemment ensemble en équipe nationale. Je crois qu'il était vraiment, comme le titre de l'infographie, il est sous influence, et on le voit, il y avait l'ombre de Ronaldo qui planait chaque fois qu'il devait prester, et ça s'est ressenti dans les matchs et dans son efficacité. Il a marqué 29 buts avant que Cristiano Ronaldo arrive, il a marqué 7 buts depuis qu'il est là. En fait, toutes les stats ont diminué, mais drastiquement pendant la présence de Cristiano Ronaldo, et lui, il a besoin peut-être d'être le centre des attentions, et voilà, on a souvent discuté avec Jean-François l'idée que avant tout le footballeur est un humain, et un humain avec une histoire, avec un conditionnement. Et si cet humain, on lui donne de la valeur et on lui montre qu'il existe, bien ses qualités se décuplent. Quand on le met un peu à l'écart et qu'il doit être dans l'ombre de quelqu'un, eh bien voilà, cette histoire, c'est quelque chose qui ne lui convient pas, et il perd de ses performances. Et quand on perd ses performances, on perd aussi en fait
dans l'achat d'une machine qui doit être rentable pour l'équipe, qui doit être rentable financièrement. Et là, il ne l'était plus depuis que Cristiano Ronaldo est arrivé. Et là, il a repris de nouveau un peu du grade et de leadership. Et on le voit directement que les choses changent. Voilà, on l'a associé aussi avec Martinez, qui a fait un gros match face à Liverpool. Bruno Fernandes, capitaine, il a été énorme, un petit peu dans tous les domaines. On l'a vu aussi prendre une carte jaune pour une simulation. Il n'a pas toujours été de bonne foi pendant toute la rencontre, mais il a vraiment porté cette équipe en montrant du caractère, de l'engagement, de l'agressivité et toutes les bonnes choses qui vont avec. Oui, revenir peut-être sur ce que Christian soulignait sur l'aspect mental du football aujourd'hui, l'aspect mental de l'individu. C'est pas très différent de Monsieur Tout-le-Monde, hein, quand il est au travail. Et voilà, si on est reconnu dans ce qu'on fait, si on est reconnu dans son travail, ben on est plus performant. On va être plus performant, évidemment. Je pense qu'on attend tous la même chose en tant qu'être humain. Et dans le football, c'est évidemment un paramètre essentiel aussi. Tout ça à mettre en accord avec l'ego, tout ça à mettre en accord avec les questionnements qu'on peut se faire. Avec peut-être les stats tout simplement de course, hein. Quand on est moins bien dans sa tête, on court moins, on a peut-être moins envie de courir. Donc voilà, là on l'a vu aux quatre coins du terrain, on l'a vu tacler, on l'a vu courir, on l'a vu sauter, on l'a vu mener son équipe. Et on se demande même s'il est capable de faire ça à chaque match. Ouais, exactement, vous faisiez la réflexion même dans le direct. Et puis je voudrais juste réagir sur Martinez parce que ça c'est l'anti... Ouais, il y avait beaucoup de satisfaction. Malacia aussi a été très bon. Rashford... qui n'avait plus joué comme ça depuis longtemps, au même titre que Sancho. Mais Martinez, qui avait été sorti à la mi-temps. Ou Martial aussi, qui est rentré à la mi-temps. Mais pour revenir sur Martinez, sorti à la mi-temps à Brentford parce qu'il est complètement noyé. Les ballons aériens sur lui, il ne s'en sortait pas. Et là, dans un match différent, il était un petit peu le leader en termes de caractère. Oui, ben, vous avez dit dans un match différent, donc différent à peu près dans tout. Mais ce qui est interpellant quand on le voit jouer, c'est que c'est l'antithèse du défenseur central tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Maguire, vous voulez dire voilà, avec son 1m75. On a l'habitude de le prendre comme tête de Turc, hein, maintenant, Maguire. Ouais, non, mais voilà, 1m75, mais 1m75 d'engagement, 1m75 de... Est-ce qu'on ne dit pas chez les Sud-Américains la gara? La gara, oui, je pense que c'est ça, oui. Parce que quel caractère. D'ailleurs, en préparant l'émission, Christian m'avait expliqué que pour lui, toutes les équipes, Christian, devraient avoir un défenseur, voire un milieu défensif sud-américain parce qu'ils apportent cette combativité, ce côté guerrier en plus. Oui, quand on observe les modèles de jeu, par exemple, comme je le fais avec l'Uruguay ou avec l'Argentine, on voit vraiment que les attaquants sont capables de tacler comme des défenseurs. Il y a une joie, mais vraiment extrême lorsqu'ils marquent un but. C'est comme si, je sais pas, c'est comme un événement le plus heureux leur est arrivé chaque fois qu'ils marquent un but. Et donc, il y a cette envie de tirer les autres. Et aussi, c'est peut-être dû aussi culturellement. Peut-être que les joueurs, dans la vie quotidienne, s'ils ne sont pas joueurs de foot, il y en a beaucoup qui auraient des difficultés financières. Et donc, il y a beaucoup la pauvreté qui est derrière. Et donc, il y a cette envie. Et je pense que dans un vestiaire, quelqu'un comme un joueur comme Martinez ou comme d'autres joueurs dans le temps, ils peuvent tirer les autres vers le haut dans des sociétés comme les nôtres où les choses peut-être socialement étaient un peu plus favorables dans leur éducation. Et c'est quelque chose où ils peuvent vraiment apporter un plus. Critiqué pour son 1m75, hein, pour un défenseur central en première ligue septime, on a vu que c'est 1m75 de oui, je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir quand même, parce que d'autres vont regarder. Donc c'est simple, on a 2 matchs références. On en a un où on l'a mis en difficulté avec des longs ballons aériens. À Brentford. Voilà, donc je pense que d'autres essaieront un petit peu le même schéma. Oui, on a vu chez Adams, hein, notamment, qui est assez costaud. Voilà, ils vont sans doute lui mettre un attaquant un peu plus athlétique et puis jouer des... oui, voilà. On verra, c'est intéressant. En tout cas, Manchester United va devoir confirmer ce très beau match et cette très belle victoire face au grand rival Liverpool. Ce sera donc samedi 13h30 du côté de Southampton. On passe à la deuxième rencontre que l'on va préfacer. C'est celle d'Arsenal face à Fulham. Un derby londonien, un de plus samedi à 18h30 avec cette étonnante équipe d'Arsenal. Leader, top of the league, 9 points, 9 buts marqués, 2 buts encaissés. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier? Parce que ça fait déjà longtemps avec Arsenal que les supporters ont souvent été au sommet de la montagne de l'espoir et puis une semaine après se retrouver dans le gouffre de la déception parce que c'est une équipe qui n'a pas toujours été très stable depuis de nombreuses années, même déjà à l'époque ou à la fin du règne de Wenger.
Je crois pas, parce qu'il y a de la joie maintenant, et ça se voit. Il y a de la joie. Non, mais c'est vrai, ça se voit vraiment quand on regarde un match, ça se voit après le match. J'avais montré dans le DO lundi, il y a beaucoup de communication à tous les moments, même quand on mène 3-0 dans la rencontre, ça continue à travailler. C'est peut-être ce qui manquait à Arsenal, c'est cette constance, parce que des bonnes choses ils en ont fait, ils n'ont pas été constants. Là, ils sont constants sur 3 matchs, mais ils sont constants dans les intentions, dans les résultats et dans la manière de faire. Et les 3 lignes semblent quand même bien cohérentes et bien travailler ensemble pour l'instant. Donc, je pense qu'ils ont fait les meilleurs transferts du mercato. Oui. Et je pense qu'ils avaient la base pour faire peut-être une des meilleures équipes de Première Ligue cette saison. Oui. Je vais loin, mais moi, ils me plaisent bien, en fait. Quelle différence avec la saison dernière? Ils avaient commencé avec 3 défaites. Là, ils commencent avec 3 victoires. Ils n'avaient même pas marqué un but sur les 3 premiers matchs. Et 3 victoires, c'est aussi une première depuis la saison 2004-2005, où ils avaient terminé 2e, je pense, dans la foulée de Chelsea. Donc voilà, donc c'est vraiment un début de saison très intéressant. Il faut toujours laisser un petit peu de temps au temps avec Arsenal et en effet voir venir. J'ai quand même envie de dire un truc, c'est que défensivement, 2 clean sheets, avec un Saliba qui prend sa place, même s'il a marqué un but contre son camp, enfin il prend de la place défensivement, donc on trouve pas mal de structure. Et puis il y a quand même une chose qui m'a intéressé et qui a fait référence dans ma tête à un tableau qu'on avait vu l'année dernière. Au moment du transfert d'Odegaard, Christian avait proposé un tableau où il disait, voilà, Odegaard c'est un joueur qui peut apporter des combinaisons dans le passage par l'axe. Il lui manquait peut-être une référence. Ils sont allés chercher Gabriel Jesus, qui vient d'un système de jeu où justement on a aussi des possibilités de passage par l'axe avec des combinaisons, etc. Donc, mais en même temps, on garde la qualité sur les flancs, avec notamment l'arrivée de Zinchenko sur le côté gauche et la capacité de Saka sur le côté droit de percuter également. Donc j'ai le sentiment que sur le plan offensif, sans oublier Martinelli aussi. Bien sûr, Martinelli et sa qualité individuelle, mais je veux dire, quand je prends l'aspect collectif de cette équipe sur le plan offensif, aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils ont des armes différentes. C'est pour ça aussi qu'ils sont très intéressant, marquant 9 buts depuis le début de la saison et encaissant 2 buts seulement, mais très intéressant offensivement parce que le joueur Gabriel Jesus est parfait. Là, il peut être à la fois à la finition sur des centres, mais il peut aussi combiner avec Odegaard. Pas pour rien que Odegaard marque 2 buts. On en reparle parce que d'abord avec Christian, il y a beaucoup d'enthousiasme, Christian, vous l'entendez sur ce plateau, mais on a quand même envie de rester prudent parce que la saison dernière, alors certes, il y a des nouveaux joueurs qui apportent un plus, mais la saison dernière, c'était une équipe qui fonctionnait par bloc. Il y avait des séries de victoires et puis, sans explication, des séries de défaites. Oui, j'ai pris des blocs de 3 matchs consécutifs et j'ai vu qu'il y avait eu 8 blocs. Il y avait 2 blocs de 3 défaites et il y a eu 6 blocs de 3 victoires minimum. Donc ça veut dire en fait que voilà, ça confirme ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on est capable d'enchaîner avec la confiance, d'enchaîner plusieurs matchs et plusieurs victoires, mais on est aussi capable de retomber dans des travers et de redescendre un peu plus bas et de voir de nouveau en fait recommencer tout le travail positif qui avait été fait. Là maintenant, ils ont commencé avec un bloc de 3 matchs, comme on l'a évoqué un peu en début de sujet. Voilà, c'est très bien, il faut voir ce que ça donne, parce que n'oubliez pas, les modèles reviennent, tout est cyclique. Et donc, si on ne parvient pas à modifier ce modèle, on va retrouver les mêmes situations que l'année passée. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternatives au niveau offensif. Comme Jean-François l'a expliqué, il y a les flancs, il y a le passage par l'axe, il y a Odegaard, il y a Smith Rowe, il y a Martinelli qui a marqué dans les 2 derniers matchs, il y a Gabriel Jesus qui a fait déjà quand même 3 assists. C'est beau. Et Saka n'est pas encore au top de sa forme. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même des options offensives différentes que les autres saisons. J'ajouterais Zinchenko qui, pour moi, dans ses 3 premiers matchs, a pris une dimension où personne ne l'attendait. D'avoir autant de ballons, de jouer comme Guardiola le fait avec ses latéraux qui viennent quasiment jouer dans l'axe derrière les 3 milieux de terrain et les 3 attaquants. Il le fait avec un plaisir et la confiance du coach. C'est un nouveau Arsenal dans cette disposition-là, dans ce qu'il propose dans le jeu. Et Zinchenko, c'est peut-être la révélation de ce début de saison, pour l'instant, après 3 matchs. Mais en tout cas, mais je trouve qu'il est vraiment excellent. Il y a quand même Gabriel Jesus, on va peut-être voir ses buts. Il a quand même 2 buts, 3 assists sur les 3 premières journées. Je voulais dire à Philippe, justement, ce qui est étonnant, ils vont chercher Zinchenko, qui n'est pas tout à fait titulaire à City. Il est en train de totalement s'épanouir. Et Gabriel Jesus, qui est quand même le merveilleux exemple d'un joueur qui n'était pas non plus titulaire, je trouve même que la saison dernière, plus jouait plutôt sur un côté, alors qu'il a... lui, il veut jouer comme numéro 9, et là, il devient, en l'espace de quelques semaines déjà, la star de l'équipe, le leader, on va dire,
en termes d'attention, et on voit la différence. C'est un joueur qui est complètement libéré. Là, c'est l'assist qu'il fait sur Ødegaard, mais voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui a l'air complètement libérée. Il apporte à lui seul différentes solutions. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Mais honnêtement, moi, quand je les vois jouer comme ça aujourd'hui avec Arsenal, je me pose la question, pourquoi City les a lâchés aussi facilement? Oui. Très honnêtement. Avec la venue d'Alan pour Jesus, c'est peut-être compréhensible. C'est peut-être compréhensible. Mais c'est compréhensible. Pour le flanc gauche alternatif, je ne suis pas convaincu. Je propose de remontrer l'infographie sur Gabriel Jesus. Comme ça, Christian peut nous la décortiquer. On voit là ce qu'il peut apporter et on voit que ça vient de zones tout à fait différentes. Donc il est un peu imprévisible en ce début de saison. Ça confirme ce que Jean-François expliquait. Voilà, les 2 buts qui sont marqués sont venus avec des ballons qui viennent des flancs. Donc un sur une passe venant du flanc gauche. Et puis il a ce contrôle orienté, ce ballon enroulé, et puis le but de la tête sur corner. Et les 3 assists, il est situé dans l'axe. Et c'est lui, en fait, qui est soit un relais, soit une récupération de balle assez haute. Et il y a une pénétration par l'axe. Donc on le voit. Les 3 assists, c'est en vert et orange avec les flèches vertes. Et alors les 3 buts... les 2 buts, pardon, c'est les 2 ballons. Donc voilà, c'est très complet et j'espère de tout cœur que ça va continuer comme ça parce que ça donne vraiment une fraîcheur dans le jeu d'Arsenal et c'est très agréable à regarder. Voilà, mais je pense que ce 4e match est important et ça va nous donner encore plus d'informations sur l'ambition de cette équipe parce que voilà, jusqu'à présent, ils ont battu des équipes abordables. Il n'y a pas encore eu de gros matchs. Là, c'est Fulham. C'est abordable. Ça reste abordable, mais il faut le faire. Voilà, c'est dans ces matchs-là, finalement, que... Fulham est passé de promu à surprise de la saison, quand même. Ils ont fait match nul. Parmi les surprises de la saison. Parmi, mais on ne les attendait pas aussi bien. Et le match qu'ils font contre Brentford ce week-end, on l'a suivi dans Goal of the Day, c'était quand même impressionnant parce que Brentford avait mis 4-0 à Man U et ils parviennent à gagner le match en fin de match. Ça, ils ne faisaient pas avant Fulham. On rappelle que Fulham est promu. C'est une équipe qui joue à l'ascenseur, au yo-yo maintenant depuis, je crois que c'est 3 ou 4 fois où ils sont montés et descendus directement. Donc on se disait toujours que c'est une équipe trop forte pour la Championship. Ils sont largement champions la saison dernière et trop faible pour la Première Ligue. Là, par contre, sur les 3 premiers matchs, ils sont invaincus. Ils commencent fort avec le partage face à Liverpool et ils enchaînent en battant notamment ce week-end, en retournant la situation face à Brentford. Ouais. C'est ça. Donc voilà, c'est la première fois qu'ils les battent Brentford depuis une finale de Championship il y a 3 saisons quand ils s'étaient montés. Quand Brentford il y a 2 saisons. Monté, ouais. Non, quand Fulham était monté. Quand Fulham était monté. Ils avaient battu Brentford en finale. C'était la dernière fois qu'ils les avaient battus. Donc pour eux, c'était un match important, c'est un gros derby. Et ils le gagnent. Franchement, ils jouent bien, surtout. C'était la première victoire dans un derby depuis, je crois, 25 tentatives. Donc voilà, mais alors ils ont une arme, une secrète, enfin secrète qui n'est pas tellement secrète parce que tout le monde le connaît maintenant, mais c'est Mitrovic, 10 kilos de moins. qui semble très bien en ce début de saison. C'est un élément important. Voilà, on va d'abord peut-être partir avec Christian sur le modèle offensif. C'est une équipe qui a marqué 5 buts sur les 3 premiers matchs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les armes offensives de cette équipe de Fulham, Christian ? 5 buts, 3 surjeux dominants placés et 2 surfaces arrêtées. Alors pour le moment, c'est très bien. Moi, c'est la petite inquiétude que j'ai aujourd'hui, c'est que ce système de jeu dominant placé pour une équipe qui est promue, je ne suis pas sûr qu'ils vont être capables de le faire dans la continuité sur l'ensemble de la saison. Donc il faudra absolument marquer sur le jeu rapide, il faudra marquer absolument sur les reconversions rapides. Et Mitrovic n'est pas nécessairement le point d'ancrage dans ce système de jeu. Il est plutôt à la réception des centres, il est plutôt fort sur phase arrêtée. Il faudra compter sur Palhinha, sur Reed pour avoir cette alternative. Donc aujourd'hui, je dis bravo, c'est chouette de les voir comme ça parce que n'oubliez pas que Mitrovic a raté un penalty lors du 0-0 contre Wolverhampton. Donc ça aurait pu être encore mieux ce début de saison. Ça leur donne un peu d'air. Mais j'ai une inquiétude sur la timeline dans la suite s'il n'y a pas de but qui est marqué sur ces reconversions rapides. Ça, c'est intéressant. Peut-être pendant qu'on regarde les buts marqués par Mitrovic, on dit waouh, génial, début de saison. Et puis Christian dit attention, c'est presque inquiétant de voir qu'ils ont besoin d'alternatives marquées, notamment sur des reconversions. Oui, c'est toujours bien de voir une équipe promue aussi qui a de l'enthousiasme et surtout qui joue bien. C'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que Fulham, on les connaît, ils ont toujours aimé avoir un jeu élégant, jouer au ballon, et ça leur a souvent coûté cher en Première Ligue parce qu'ils ne parvenaient pas à concrétiser ou ils se faisaient remonter en dernière minute. Quand on regarde le match face à Liverpool, on se dit à un moment Liverpool va passer devant et ça ne passera pas. Non. En fait, c'est peut-être ça la différence pour l'instant, c'est qu'ils savent garder des avantages et en tirer profit.
Vraiment, peut-être le plus gros match du week-end, ce derby entre Fulham et Arsenal, sera vraiment intéressant à suivre. Ouais. Et en même temps, je trouve qu'avec Fulham, on a un bel exemple de ce qui peut poser parfois problème à une équipe qui monte de Championship. Je retiens ce que Philippe disait, il joue sur la continuité. Et aujourd'hui, les équipes qui finissent par dominer la Championship, ce sont les équipes qui sont plutôt joueuses. Avant, la Championship avait encore ce modèle du kick and rush, etc. C'est fini. Maintenant, les équipes qui sont là sont les équipes qui vont dominer cette compétition, sont celles qui vont jouer. Or, elles arrivent à Première Ligue et elles ont besoin, comme Christian l'explique, parce que là, du coup, elles se trouvent face à des confrontations, des adversaires plus forts, elles ont besoin d'autres armes supplémentaires qu'elles n'ont pas nécessairement, dont elles n'ont pas eu besoin nécessairement quand ils étaient en Championship. Donc, voilà un petit peu le problème qui peut se poser pour une équipe comme Fulham. Là, on est dans, je dirais, l'enthousiasme du début de saison, Première Ligue, la continuité, comme Philippe le dit, suivant de la saison dernière, etc. Et puis, ce besoin, à un moment donné, de trouver des alternatives. On va voir comment, dans des matchs plus compliqués, ils vont pouvoir justement les trouver quand l'adversaire sera plus fort et qu'il y aura des récupérations de ballons qui se feront plus basses. Il va falloir faire plus d'espace pour aller jusqu'au but adverse. Et donc, voilà. Donc, c'est en effet, c'est ce que Christian parlait tout à l'heure, les reconversions, les transitions, le jeu rapide. Va falloir être meilleur. En tout cas, sur le papier, Arsenal est plus fort ce week-end, normalement. C'est une évidence. Mais par contre, il y a une arme. On a vu le modèle offensif de Fulham, Christian. Il y a une arme, notamment sur les ballons aériens. Si les joueurs de Fulham, les Cottagers, parviennent à alimenter notamment Mitrovic, il y a une chance quand même d'aller marquer des buts du côté de l'Emirates. Aujourd'hui, dans l'ensemble des championnats européens importants, on marque environ 1 but sur 5 de la tête. Eux, actuellement, ils sont à 3 sur leurs 5 buts. Donc ça, c'est vraiment une arme excellente. Et ça, c'est surtout quelque chose qui vient du modèle qu'on doit utiliser en Championship parce qu'il y a énormément de duels et il faut gagner il faut marquer dans ce domaine-là. On l'a vu sur les 2 buts que Mitrovic, puisqu'il est excellent dans ce domaine. On voit bien que sur les 2 ballons au deuxième poteau, il est capable de sauter au-dessus de son adversaire. Il avait sauté au-dessus de Alexander-Arnold. Oui, c'est ça. Et alors ici, sur le but contre Brentford aussi, il est passé au-dessus, donc il est très fort. Maintenant, il faut continuer comme ça. Phase arrêtée, jeu de tête, centre, jeu de tête. Profiter au maximum de cette force parce que c'est une force très importante en Première Ligue. Après, maintenant, il faut voir qui est capable de faire les face-à-face, qui est capable d'aller marquer des buts au cordeau pour pouvoir compenser l'efficacité d'être complémentaire dans l'efficacité de Mitrovic. Oui, mais pour marquer comme ça, Christian, il faut quand même, parce qu'aujourd'hui, ils sont plutôt dans un modèle de jeu dominant, placé. Oui. Donc, mais pour ça, il faut pouvoir avoir la possibilité de s'installer dans les 40 derniers mètres adverses. Et comme évoqué un peu plus tôt, ça ne sera pas comme ça tout le temps cette saison. Non, ils n'ont pas non plus joué contre des équipes très fortes. Ils ont joué contre Wolves, qui est une équipe qui est une mise en place défensive avec un bloc équipe très bas, donc ils pouvaient le faire. Ils ont joué Crystal Palace, ils ont joué Brentford. Ce n'est pas des ténors de la Première Ligue pour le moment. Oui, ce sera intéressant parce qu'Arsenal va certainement, comme dans les matchs précédents, commencer très fort en s'imposant dans la moitié terrain adverse. Donc on va voir comment cette équipe de Fulham est capable de réagir et trouver les alternatives. Mitrovic, c'était quand même 43 buts en 44 matchs de Championship la saison dernière. Et là, il en est déjà à 3. Donc il faudra quand même s'en méfier. Et j'ajouterais quelque chose par rapport à Brentford, c'est que pendant la première demi-heure, la statistique, c'est qu'ils ont 10 tentatives au but contre 1 à Brentford. Donc ils surdominent le match. Ils mènent 2-0 à ce moment-là. La demi-heure qui suit, donc le dernier quart d'heure de la première mi-temps, le premier quart d'heure et même la première demi-heure de la deuxième mi-temps, c'est complètement l'inverse. C'est Brentford qui va complètement renverser la situation, revenir à 2 partout, avoir la possibilité de prendre l'avantage. Il y a 2 buts annulés pour des hors-jeux très très limites. Et puis finalement, c'est en toute fin de match qu'ils réagissent encore, qu'ils viennent. Donc ils savent dominer, mais pas de manière constante. Et contre Arsenal, ce sera évidemment beaucoup plus difficile. Arsenal-Fulham à suivre sur vous Sport World, bien évidemment, samedi à 18h30. Voici le programme complet de la 4e journée. Le premier match que vous pouvez suivre, bien sûr, sur Divertissez-vous, Southampton, Manchester United. La suite avec Philippe, parce que c'est vous qui serez aux commandes de Goals of the Day. Oui, et on aura 5 matchs du lourd, puisqu'on aura Chelsea de mémoire, on aura City, on aura Liverpool, donc on aura beaucoup de choses à voir. Ouais, et le fil rouge, ce sera Liverpool, oui, Bournemouth. c'est
Non, c'est Liverpool-Bournemouth, je pense. Liverpool-Bournemouth. Finalement, C'est bien ça, merci de confirmer. C'est juste. On a hésité avec Chelsea-Leicester. 18h25, Arsenal-Fulham, et puis le dimanche, je vous le laisse, Jean-François. Allez, Aston Villa-West Ham, avec une équipe de West Ham qui est en grande difficulté aussi, il est temps qu'ils gagnent. Nottingham Forest-Tottenham. Je trouve ça intéressant de voir comment est-ce que Nottingham va se comporter face à une des belles équipes de Première Ligue, en tout cas une des plus réalistes. Et puis il y a énormément d'ambiance, c'est un plaisir de retrouver le City Ground de Nottingham Forest, ce retour après 23 ans d'absence en Première Ligue. Voilà pour les rendez-vous, vous les connaissez, on vous retrouve donc ce week-end dans les différentes rencontres. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Que voici, que voilà. Voilà pour cette émission. Merci Jean-François. Merci. Merci Philippe. Avec plaisir. On remercie évidemment aussi depuis sa data room Christian. On vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.